Bonsoir à tous. Je m'appelle Laetitia Massa, comme ça vous a été dit il y a quelques instants, et je suis essentiellement entrepreneur dans le domaine des nouvelles technologies. Donc, ma société Abstractgram construit des applications web et mobiles, dont certaines dont je vais très très brièvement vous parler tout à l'heure, même si ce n'est pas l'objet principal de ce que je viens vous dire, puisque je vais, même si le titre ne le dit pas, vous parler de racisme. Pas le racisme dans sa conception émotionnelle, dans sa conception historique ou dans sa conception morale, même si ces conceptions ont aussi de l'intérêt et du sens, mais surtout le racisme dans son aspect économique, puisque finalement le racisme c'est, lorsqu'on veut le voir sous cet angle, une question de gestion des ressources existantes. J'espère que vous continuez à me suivre, n'ayez pas peur, ne partez pas tout de suite. Pourquoi est-ce que je vous parle du racisme en ces termes? Parce que je ne vous parle pas du racisme interpersonnel. Je vois un noir ou je vois un non-noir et je dis bouh, j'aime pas les non-noirs, ou bouh, j'aime pas les noirs. Ça l'arabe. Non, c'est pas de ce racisme-là dont je parle, mais plutôt du racisme systémique. C'est quoi le racisme systémique? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est, le racisme systémique? Est-ce que c'est une notion que vous avez déjà entendue ou pas du tout? Non, eh bien ça tombe bien. Donc finalement, je ne suis pas venue euh, pour rien. J'avais l'impression de tellement le répéter partout que, ben voilà. Mais donc ce que je vais vous expliquer à l'instant, c'est que le racisme systémique, en fait, c'est le racisme, hein, donc en tant que système, c'est-à-dire un ensemble de mécanismes qui, de manière combinée, pas chacun pris isolément, mais généralement de manière combinée, favorise un groupe de personnes et défavorise un ou plusieurs autres groupes de personnes en fonction de quoi? De leur prétendue appartenance, même supposée, à une race. Est-ce que vous me suivez mieux? Bon. Donc lorsqu'on parle de discrimination, il n'y a pas de discriminé sans privilégié, finalement. Puisque si une personne est discriminée du fait qu'elle est en fauteuil roulant et qu'elle ne peut pas monter les marches, les seules marches qui mènent à un endroit, ça signifie que toutes les personnes qui ne sont pas en fauteuil roulant sont privilégiées et que c'est à elles qu'on a pensé en priorité, pour leur favoriser l'accès à cet endroit. Est-ce que vous saisissez? Lorsque je parle de gestion de ressources, je parle de donner accès à un groupe de personnes sur base d'un critère, le critère du handicap, je viens de le citer. Mais donc, ici, il est plutôt question de racisme, donc du critère de la race. Alors, heureusement, les communautés non dominantes, puisque je parle d'un contexte dans lequel nous nous trouvons, donc nous sommes dans un contexte de pays où la communauté dominante est la communauté blanche. Ne partez pas tout de suite si vous êtes blanc. Vous pouvez aussi trouver un intérêt dans ce que je raconte. Je ne vais pas vous dire, vous êtes méchants les blancs. Je vais juste essayer d'expliquer un petit peu les mécanismes qui sont au-dessus de nos têtes. Donc, c'est vraiment pas une question individuelle, mais une question de système tout entier, donc d'institutions. Et chaque communauté non blanche a trouvé une manière de répondre au racisme. Alors, quelle est la réponse qui a été donnée par la communauté africaine au racisme? Est-ce que vous avez une idée? Bon, il y a une petite réponse au tableau, mais vous pouvez quand même le dire. Voilà. Et quand on lutte contre les discriminations, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On dit, OK, il y a un système de gestion des ressources existantes. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir une partie du gâteau existant. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On demande à celui qui possède le gâteau de nous donner une partie, qu'il ait envie ou qu'il n'ait pas envie. Vous donnez-nous une partie du gâteau. Bon, c'est la réponse africaine au racisme. C'est une réponse comme une autre. D'accord? Lorsqu'on se rappelle que le racisme est une question de gestion de ressources existantes, on se rend vite compte qu'il y a deux manières de faire en sorte d'avoir accès à des ressources. Soit essayer de se battre pour des ressources existantes, soit agrandir le gâteau. La plupart des autres communautés, en fait la totalité des autres communautés, désolé pour nous, ont plutôt pris le parti d'agrandir le gâteau. Pourquoi avoir pris ce parti-là? Pour en fait tout simplement se dire, ok, bon,
Le racisme, ce n'est pas une question de gentillesse, c'est une question que les ressources paraissent rares à certains et ils ont décidé de les gérer d'une certaine manière. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait très bien leur demander de nous donner accès aux ressources dont ils ont le contrôle, et donc dans ce cas-là, on aurait accès à cette ressource tant qu'ils le voudraient bien et aux conditions qu'ils voudraient bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'aller un peu plus à la racine et on va créer des ressources sur lesquelles on a du contrôle, ou un minimum de contrôle, dans la mesure du possible. Donc on va créer de la richesse à laquelle on aura plus facilement accès. Et donc les autres communautés, ce qu'elles ont fait, c'est créer de la richesse pour pouvoir allouer de manière totalement indépendante ces ressources qu'elles ont créées. Est-ce que vous me suivez toujours? Bon. Alors, il y a quelques années, aux USA, j'essaye de faire le parallèle avec la situation dans les pays européens, même s'il n'y a pas d'études sur la race depuis les affres d'Hitler, etc., etc. Mais cette étude-là aurait pu être assez utile. Mais toujours est-il qu'aux États-Unis, il y a eu une étude menée il y a quelques années et qui a déduit qui est arrivée à la conclusion que le bien-être économique des membres d'une communauté, donc je ne dis pas de certains membres d'une communauté, mais de la majorité des membres d'une communauté, est directement proportionnel au nombre d'échanges économiques entre les membres de cette communauté. Vous me suivez toujours? D'accord? Non. Donc, Voyager Afrique Pass. c'est la conclusion de toute mon explication en fait. Donc, le bien-être économique des membres d'une communauté. Donc, le fait que les membres d'une communauté puissent avoir une certaine facilité de vie au niveau économique, c'est directement proportionnel, donc c'est directement lié au nombre d'échanges que les membres à l'intérieur de cette communauté ont entre eux. D'accord? Le bien-être, je vais simplement le définir comme la sécurité, donc avoir un toit sur sa tête, pouvoir manger, et l'estime de soi. On a parlé de l'image que les Africains avaient d'eux-mêmes, que l'image qu'on donne aux Africains d'eux-mêmes, hein, ça fait partie de l'estime de soi. Et le bien-être d'une communauté dépend notamment de leur capacité à faire des échanges économiques entre elles. Cette étude indiquait que dans la communauté asiatique, l'argent, une fois qu'il entrait dans cette communauté par l'un de ses membres, rebondissait 7 fois avant de sortir de la communauté asiatique. Donc, une personne asiatique reçoit de l'argent en travaillant chez une personne non asiatique, on va dire. Une fois qu'elle a cet argent en poche, elle va chez une autre personne qui se trouve être asiatique, lui acheter du riz, sans vouloir faire du cliché. Cette autre personne qui a du riz décide d'aller chez une autre personne asiatique pour lui acheter je sais pas, un ordinateur, sans vouloir faire un autre cliché, et ainsi de suite. Je suis extrêmement raciste, comme vous pouvez le voir. Donc, dans la communauté arabo-musulmane, il y avait en fait 13 rebonds à l'intérieur de cette communauté avant que cet argent sorte de la communauté. Donc, vous voyez un petit peu le nombre de fois qu'une personne pouvait bénéficier, qu'une seule personne dans la communauté ait reçu par exemple un salaire. D'accord? Dans la communauté juive, l'argent rebondissait 18 fois. 18 fois. Donc, les adeptes de la théorie du complot, que les juifs sont partout, ils sont méchants, etc. En fait, non, c'est juste qu'ils ont compris leur intérêt. Je crois qu'on leur a fait pas mal de mal à un moment donné. Ils se sont dit, ah, on devrait peut-être avoir une autre stratégie, compter sur nous-mêmes et essayer de voir un peu comment est-ce qu'on pourrait avoir accès à des ressources qu'on pourrait, dans une certaine mesure, contrôler. Maintenant, je vous pose la question de savoir, que pensez-vous qu'a été le résultat pour la communauté africaine? Il y en a qui sont déjà venus à mes présentations, hein, vous trichez. Eh bien voilà, donc la réponse afro, je répète, c'est en fait de lever le poing et de demander accès à des ressources qu'ils ne contrôlent pas, en luttant contre les discriminations sur ces ressources existantes, avec la conséquence que l'argent entre et il ressort directement. Voilà, même pas une fois. Donc vous recevez votre salaire, si vous êtes salarié, qu'est-ce que vous faites? Vous allez chez Carrefour. Content. Et énervé de ne pas avoir suffisamment de produits africains chez Carrefour. Voilà. Mais la question est peut-être africaine. Ah non, ça, pas aussi, c'est pas. Voilà, tout à fait. Et donc, il y a deux côtés évidemment à l'économie. Hein. Il y a le côté consommation, donc comme je vous disais, on est le point levé. Dès qu'il s'agit d'argent, on s'en débarrasse.
et le côté production. Côté production, ce n'est pas moins désert. Chez les Africains, il y a effectivement toute une série de choses qui se font pour que les gens puissent gagner un peu plus d'argent, mais de manière structurelle, il n'y a pas suffisamment de producteurs. Alors, il y a une petite plateforme qui avait été créée pour que, et qui existe toujours, pour que les afrodescendants puissent avoir des échanges économiques beaucoup plus soutenus, basés sur leurs talents et compétences. Et au détour de cette plateforme, qu'est-ce qu'il a été découvert grâce aux données des utilisateurs? C'est qu'effectivement, consommer afro est absolument indispensable, mais ne suffit pas. Pourquoi? Parce que votre pouvoir de consommation, donc on dit souvent pouvoir d'achat, utilisez-le bien, en réalité, c'est ce que vous avez dans la poche. Et ce que vous avez dans la poche quand vous vivez en Belgique, ça représente à peu près 19% de la richesse que vous créez, en fait. Donc vous travaillez, je vais le faire très schématiquement. Une fois que vous avez payé vos impôts, il vous reste 50% de la richesse que vous avez produite. Et une fois que vous avez payé la TVA sur tout ce que vous avez acheté, il vous reste 19% de ce que vous avez produit comme richesse. Donc, quand vous dites consommons afro et on va se sauver, en fait, non, c'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce que la richesse, c'est ce qui reste, pas ce que vous aviez au départ. Donc, à titre individuel, vous êtes riche lorsqu'il vous reste de l'argent dans la poche après que vous ayez fait toutes vos dépenses. À titre communautaire, vous êtes riche après que dans la communauté, il reste encore quelque chose après que vous ayez fait vos échanges. Je vais vous passer ce petit slide. Toujours est-il que ce qui est extrêmement important, c'est de créer un écosystème afro-économique. Les consommateurs ne suffisent pas d'un côté, les producteurs ne suffisent pas d'un côté, ce qu'il faut, c'est qu'ils échangent. Or, ce qu'on a remarqué, c'est que même les Africains qui créent des produits, qui deviennent entrepreneurs, généralement, ils ne sont pas dans les secteurs les plus pertinents par rapport à la consommation africaine. La consommation africaine, en Belgique du moins, elle tourne essentiellement autour de l'alimentation, de l'immobilier, du transport, pas de la culture. Bon, je vais passer, pour être très très concrète, pour passer de la richesse individuelle à la richesse communautaire, il y a toute une série d'étapes. Généralement, nous, Africains, nous faisons les 3 premières étapes. En réalité, il y en a 8. Donc, la première des étapes, c'est quand même de trouver une cible, idéalement africaine. Pourquoi? Parce que au moment où vous titillez un petit peu des communautés qui ne sont pas la vôtre, ils comprennent souvent que tant pis, on va sanctionner cette personne économiquement et donc ils vont ailleurs. Donc si vous décidez que votre public sera un public non africain et que vous voulez vous sentir africain au point de pouvoir parler au nom de l'Afrique ou au nom des Africains ou dans l'intérêt des Africains, il vaut mieux que votre argent vienne de personnes qui ne vont pas vous sanctionner parce que vous décidez d'être africain publiquement. Donc votre cible de préférence afro, en majorité mais pas uniquement bien entendu, que vous vous attaquiez à un problème pour les Africains qui soit suffisamment important et suffisamment récurrent, que la solution que vous mettez en place soit monétisable. C'est bien de faire des gâteaux ou du pondu, mais il faut voir dans quelle mesure vous pouvez véritablement en tirer un bénéfice. Et au-delà de ça, d'ailleurs j'adore la quiche au pondu. Je ne sais pas s'il y a des producteurs de pondu parmi vous, mais en tout cas, ça je crois que ça pourrait faire un bon business. Et une fois que vous avez fait ça, ce qui est extrêmement important et que nous ne faisons pas encore suffisamment, c'est de systématiser, donc de faire en sorte que même quand on n'est pas dans l'entreprise, l'argent continue à tourner, la production continue à tourner, etc., pour passer à l'étape supérieure. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut commencer à penser à passer à la richesse communautaire. Comment? En se disant, ben voilà, pour mes fournisseurs, en tant que producteur, je vais aussi chercher dans quelle mesure il y a des fournisseurs afro. Mon service client, je vais essayer de le rajouter encore plus pour que la confiance renaisse, parce qu'on a un sérieux problème de confiance déjà dans la communauté. Bref. Ensuite, évidemment, ce qu'il faut, c'est faire et passer le relais en formant des jeunes et des moins jeunes, hein, parce que ce n'est pas nécessairement une question d'âge, à faire ce que vous faisiez déjà, histoire qu'une fois que vous vous éteignez, bien, y a quelqu'un pour reprendre le flambeau. Et ensuite, évidemment, penser à la complémentarité sectorielle. Il n'y a pas d'écosystème s'il y a une seule personne qui fait absolument tout pour tout le monde dans un secteur et que si elle n'est plus là, ben, il n'y a plus rien, ni personne qui peut le faire. Et là, je pense que j'arrive à la fin puisque j'étais arrivée à la fin de mon temps. 30 secondes. Ben, ça me laisse justement le temps de vous dire que ce que je fais essentiellement et ce sur quoi je me concentre depuis maintenant
quelques petites années, c'est de permettre aux Africains et aux non-Africains, mais qui ont envie de devenir producteurs, de construire, de générer de la valeur et qui n'ont pas de capital au départ, d'apprendre les stratégies pour pouvoir le faire. Et donc ça s'appelle une formation qui s'appelle Akuna et qui permet, on va dire en l'espace d'un mois, de débloquer un petit peu les cerveaux pour mettre les gens dans un bon état d'esprit et avec des solides compétences de départ pour pouvoir commencer eux-mêmes à se dire, bon, ben, je vais aller sur le bon chemin, arrêter de lever le poing et commencer à créer de la valeur pour l'Afrique, les Africains et le monde.